Hey! Steering wheel, somebody tell him to give it to me. You're great, Ross. You're great, Ross. And if you no longer go for a gap that exists, you're no longer a racing driver. To whom it may concern you. Big ball. Gentlemen, a short view back to the past. Is that Glock? Is that Glock going slowly? It is, it's Glock! Oh my goodness me! Okay, we did it! Sebastian Vettel, you are the world champion! The world champion, well done, enjoy it! You are the man! Get in there, Lewis. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Stop & Go. Alors cette fois vous ne serez pas seulement en compagnie de Gilles et moi, puisque nous recevons aujourd'hui le jeune pilote de F3, Théo Pourchère. Alors l'exercice de l'interview est une première pour Gilles et moi, mais nous avons, je pense, fait de notre mieux pour que cela soit à la fois agréable et intéressant à écouter pour vous. Alors en premier lieu, bien sûr, nous tenons à remercier très chaleureusement Théo et son entourage pour la facilité que nous avons eue à rentrer en contact avec eux, et bien évidemment pour le temps qui nous a été accordé afin de l'interroger sur son parcours et sa vision des choses dans le sport auto. Donc bien sûr, si vous suivez le sport auto de près, vous connaissez probablement déjà Théo, mais laissez-moi vous le présenter. Théo Pourchère est né à Grasse, dans le sud de la France, en 2003. Il s'assoit pour la première fois dans un karting à l'âge de 2 ans et fait sa première course dès ses 5 ans. À 8 ans, il est déjà champion régional d'une catégorie où il court contre des pilotes qui en ont 12. La valeur n'attendant point le nombre des années, Théo ne se prive pas d'être titré champion de France minime en 2013, avant de doubler la mise en cadet l'année suivante, un doublé qui rappelle des pilotes comme Yvan Muller, ou plus récemment Esteban Ocon. Il enchaîne ensuite avec un titre en WSK National Series cadet, attendant ses 12 ans pour pouvoir passer à la catégorie supérieure. Quand en 2016 il put enfin accéder au championnat Oka Junior, il fut immédiatement titré champion de France. Il termine 3ème des championnats du monde l'année suivante et intègre l'équipe de France FFSA. À la fin de la saison, Théo décide de s'adonner à la monoplace. Il se lance alors dans le championnat 2018 de F4 française junior et ne laisse pas de place au suspense puisqu'avec 16 victoires en 21 courses, il est encore champion. Alors âgé de 15 ans, il lui faut attendre une année supplémentaire avant d'accéder à la F3. Il part alors à la conquête de la F4 ADAC, autrement dit le championnat allemand de F4, dans l'écurie US Racing, créée par Ralf Schumacher. Malgré une voiture 10 secondes plus rapide que dans le championnat français, Théo ne tarde pas à prendre ses marques et remporte sa première course au Red Bull Ring dès le 2e week-end de la saison. Faisant preuve d'une régularité exemplaire tout au long de la saison, il attaque la dernière manche en tête du championnat, mais avec seulement 1 point d'avance. Au terme d'un week-end rempli de suspense, Théo arrache la victoire au championnat d'un petit point, avant que ne soient appliquées 2 pénalités à ses rivaux pour qu'ils finissent plus confortablement champions, avec 7 points d'avance. En fin d'année 2019, Théo participe aux essais de post-saison du championnat de Formule 3 FIA sur le circuit de Valence pour les écuries Carlin et ART Grand Prix. C'est finalement chez ART qu'il signera pour la saison 2020. La suite, vous la connaissez, le championnat n'a pas pu démarrer et seuls les tests de pré-saison à Bahreïn ont été effectués. C'est donc dans ce contexte que nous retrouvons aujourd'hui Théo Pourchère. Je vous laisse avec l'interview que nous avons réalisée le week-end dernier. Voilà, simplement première question, comment vas-tu en cette période un peu compliquée où la planète est à l'arrêt et où le sport automobile ne tourne plus? Comment est-ce que tu t'occupes? Est-ce que tu arrives à conserver une activité physique par exemple? Oui, alors ouais, c'est vrai que tout d'abord c'est dommage qu'on puisse pas rouler. Après c'est normal vu les conditions actuelles. Mais bon, voilà, j'arrive à m'occuper. Moi, j'ai de la chance d'avoir de quoi faire un peu de sport chez moi. Donc, j'essaye de m'entretenir et bon, j'ai l'occasion, oui, j'ai assez de matériel pour progresser, pour travailler sur ce point. J'ai aussi un simulateur, ouais, c'est un petit simulateur, mais bon, voilà, pour faire des courses entre amis, puis pour moi de garder la concentration de mon côté, tout ça. Donc voilà, donc j'essaye de m'occuper et maintenant, ouais, j'attends et on va voir ce qui va se passer. On espère rouler bientôt. Ah, on a vu sur les réseaux il n'y a pas longtemps que tu avais reçu un nouveau volant là, pour t'entraîner un peu chez toi. Du coup, on se demandait si par rapport à la vraie course, ce que ça fait, est-ce que ça t'aide vraiment, est-ce que ça fait un vrai entraînement? Ouais, c'est clair. Bah là, donc ouais, j'ai reçu un Fanatec Podium. Donc c'est on va dire un des meilleurs volants du marché. Et en tout cas, c'est un très bon volant pour la maison,
pour s'entraîner. Bon, après, voilà, on sait que c'est pas réaliste. Enfin, ça se rapproche de la réalité, bien sûr. Il y a un bon retour de force. Voilà, ça nous fait un peu travailler les bras, les épaules, tout ça. Après, voilà, c'est surtout pour la concentration. Voilà, pour moi, ouais, le simulateur, ça travaille beaucoup la concentration. Mais bon, c'est toujours mieux que rien, ça c'est sûr. En parlant d'entraînement, donc tu devais passer normalement cette année en F3 chez ART. On se demandait le passage entre la F4 ADAC et la FIA F3. Est-ce que le passage n'est pas trop compliqué? On sait par exemple que le volant est un peu plus lourd, que la compétition est un peu plus physique. Voilà, comment est-ce que tu juges le passage entre les deux disciplines et comment est-ce que tu t'es préparé? Ben alors ouais, c'est vrai qu'il y a quand même un gros step entre les deux catégories. Après, c'est pas impossible. Voilà, moi j'ai décidé de faire ça cette année parce que je pense que c'est le bon choix. Voilà, la F4 ADAC, c'est quand même une monoplace qui est assez rapide. Après, voilà, quand on passe de la F4 à la F3, la F3 il y a plus d'aéro, on freine plus tard, on arrive plus vite. Voilà, c'est quand même, on sent direct qu'on est dans une plus grosse voiture et ça fait la différence. Le volant est beaucoup plus dur, enfin la voiture est beaucoup plus physique en général. Les courses sont plus longues, mais bon, après voilà, ce sont des choses qu'on apprend au fur et à mesure et voilà, je sens que je peux le faire, donc voilà. D'ailleurs, on se demandait aussi, dans le même genre de questions, quand tu es passé du karting à la F4 française, c'était peut-être aussi plus dur de passer directement en monoplace ou... Bah, honnêtement, ça a été. Après, honnêtement, je pense que c'est le premier step, hein, la F4. Ouais. C'est vrai que j'ai pas fait de karting à boîte de vitesse, de KZ125. Ouais. Mais bon, honnêtement, ça s'est fait naturellement. J'ai fait un peu voilà, des journées tests pour m'habituer. Et après, voilà, j'ai commencé le championnat de France F4 avec la FFSA. Ça s'est plutôt bien passé. Et bon, après, comme une première année, j'ai fait pas mal d'erreurs. J'ai appris de ces erreurs pour plus les refaire en F4 ADAC. Donc ça a été. Et toujours en parlant de F3, si je raconte pas de bêtises, les F3 ont tendance à user plus rapidement les pneus arrière avec un phénomène de sous-virage. Est-ce que ça va t'obliger à changer ton pilotage ou est-ce que tu vas pouvoir conserver entre guillemets les armes qui, en tout cas, ta marque de fabrique? Bah, ça, après, de toute façon, on s'adapte. Ça, c'est à moi de m'adapter, en fait. Quand je le sens, en fait, pendant la course, voilà, si les pneus arrière dégradent plus que les pneus avant ou l'inverse. Mais c'est vrai que, ouais, il y a quand même beaucoup de puissance sur la F3. Je crois qu'on est autour des 380 chevaux. Donc, voilà, c'est vrai que c'est une voiture un peu lourde, un peu de puissance. Donc, les pneus arrière souffrent. Ouais, quand on a fait des tests à Bahreïn en début de saison, début mars, ouais, les pneus arrière souffraient énormément. Mais bon, ça peut dépendre des circuits et aussi du style de pilotage. Donc ça, faut s'adapter. C'est vrai que c'est un peu plus dur, mais ça va le faire. Et du coup, sur ton style de pilotage, alors pas forcément que sur la technique, mais aussi sur la stratégie, tout ça, est-ce que tu vas peut-être plus te rapprocher de quelqu'un qui préfère prendre les points de la troisième place sans trop risquer, ou essayer forcément d'aller accrocher la première place, ou comment ça se passe pour toi? Ben, moi, après, c'est sûr que comme chaque année, j'ai envie de gagner. Donc, Ouais. ça, c'est une certitude. Après, j'aime pas trop prendre des risques qui servent à rien. Après, ça, c'est un peu comme tout le monde, hein, même s'il y en a qui peuvent en prendre des gros risques. C'est sûr que si je joue la victoire du championnat dans la dernière manche, oui, je vais prendre des gros risques. Comme ça s'est Et passé. voilà, c'est ça, en F4. Mais oui, mais bon, après ça, je verrai. C'est sûr que j'ai beaucoup à apprendre encore, donc je pense que je vais essayer voilà, de progresser petit à petit, de commencer voilà, milieu de tableau, et moi j'aimerais voilà, gagner le plus vite possible. Donc voilà. Et tu as réussi à, justement, je rebondis sur la fin de la F4 ADAC, là où ça s'est joué de très peu, tu as réussi à gérer ton stress, ça va pas être trop débordé, ça a été? Ça a été, après, ouais, j'étais un peu stressé, hein. Je pense que ouais, c'est sûr, c'est la dernière manche du championnat. Donc, ouais, j'étais un peu stressé, mais bon, ça l'a fait. Tout s'est bien passé. J'ai pas pris de mauvaises décisions. Ça a été dans le week-end en général. Donc, ouais, mais bon, après, c'est vrai que gérer une victoire au championnat avec le stress et tout, c'est compliqué, ça, c'est sûr. Ouais. En parlant de gestion de stress et dans les moments chauds, au niveau du mental, toi, comment est-ce que tu te situes? On sait voilà, qu'aujourd'hui, le mental a un rôle très, très important dans le sport de haut niveau. On sait par exemple que Leclerc a récemment déclaré que quand il était jeune,
c'était l'un de ses points faibles et qui avait beaucoup travaillé à ce niveau-là pour devenir le pilote qu'il est aujourd'hui. Toi, de ton côté, est-ce que tu considères le mental comme l'un de tes points forts ou au contraire un point que tu dois améliorer? Et si oui, est-ce que tu as une personne de contact, par exemple ton physio, je suppose, avec qui tu peux entraîner, améliorer ce mental? Ouais, bah, après, honnêtement, je pense que ça, de toute façon, je dois m'améliorer à peu près sur tous les points jusqu'à arriver au plus haut niveau. Je pense qu'au niveau mental, je fais tout le nécessaire, j'essaie de rester concentré le plus possible. Et effectivement, avec mon physio, voilà, il me conseille beaucoup sur cela. Voilà. Après, le mental, c'est un peu du feeling aussi. Je pense que c'est un peu prendre sur soi, quoi. Ouais. Ça vient naturellement en faisant des erreurs, je pense, et aussi, voilà, en se concentrant énormément. Il faut rester sur ses objectifs et voilà, rien lâcher. Et après, voilà, on s'améliore au fur et à mesure. Du coup, vu qu'on parle de ton entourage, ton physio, tout ça, on se demandait un peu, quand tu arrives dans les formules de promotion, tu arrives dans une équipe existante avec des ingénieurs qui sont probablement là depuis un moment, des mécanos aussi. Ça va pour t'adapter, tu arrives à bien communiquer, travailler avec eux, tout ça? Oui, honnêtement, ça va, parce que moi, j'ai la chance voilà, d'être chez ART GP, donc Mhm. c'est une équipe française, donc ça facilite un peu la tâche. Donc, j'arrive à communiquer avec tout le monde, parce que oui, quasiment tout le monde est français dans le team, même si voilà, j'arrive à communiquer en anglais et tout ça, j'ai pas de souci, mais ça aide quand même de parler français dans le team. Voilà, on est plus proches, j'arrive voilà, à bien communiquer. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de monde dans le team. On est à peu près 3 mécaniciens par voiture, plus un ingénieur pour chaque pilote. Et après, voilà, il y a team manager. Donc ça va encore. Ça Ok, change pas énormément par rapport à la F4. d'accord. Et en parlant de chez ART, justement, tu as la chance d'intégrer une équipe voilà, qui a énormément gagné par le passé, qui ont révélé des pilotes comme Ocon, Leclerc, Albon, Hamilton il y a quelques années, etc. Donc voilà, tu es vraiment dans une structure qui va te permettre en tout cas d'exprimer ton talent. Est-ce que ça t'apporte une pression supplémentaire et est-ce que tu penses que ça va te permettre d'être en quelque sorte la future star du paddock plus tard? Bah, moi, j'espère gagner avec eux. C'est vrai qu'ils ont énormément de bons pilotes, comme Hamilton, ils ont aussi Vettel une année, ils ont eu Rosberg, enfin, ils ont énormément de bons pilotes, champions du monde qui sont devenus par la suite de F1. Ça ne veut pas dire que forcément, si on passe avec Hart, on va être champion. Mais bon, c'est sûr, ouais, c'est un team avec un énorme palmarès. Donc, voilà, je sais que j'ai la voiture pour bien faire. Même si l'année dernière, ils ont un peu des difficultés, je pense que voilà, c'est un des teams les plus titrés dans cette catégorie, qui était le GP3 avant, mais bon, aussi en F3, l'ancienne F3 et tout. Donc ouais, honnêtement, je sais que je peux le faire avec eux. Ok, super. Et, du coup, pour rester dans les équipes un peu, tu as rejoint la Sauber Junior Team il n'y a pas longtemps. Et, donc cette année en F3, bon, si le championnat a lieu, tout ça, il y a aussi la présence d'un autre pilote du Junior Team, si on se trompe pas, Lirim Zendeli, qui roule chez Trident du coup et qui est engagé aussi. Et est-ce qu'il y a de la concurrence entre vous, comme vous êtes au sein du même programme? Alors, je sais pas s'il est encore avec Sauber, enfin lui. Moi, normalement, ça devrait continuer avec Sauber. Rien n'est officiel, mais normalement, ça devrait continuer. Lui, je n'ai aucune idée. L'année dernière, il était en tout cas Sauber Junior Team. Ouais, Mais bon, après, oui, ça reste un concurrent. Lirim, c'est vrai qu'il a été champion de F4 à DAC juste aussi, l'année ouais. ouais, l'année juste avant moi. Donc ouais, c'est un concurrent. Il a déjà fait une année dans la catégorie, donc il va être très très vite, je pense, parce qu'il est avec Trident aussi, qui est un bon team. Donc Mhm. ouais, ça va être un bon concurrent en tout cas. Ok, Et toujours pour rester en F3, on voit ici donc tu es dans le Sauber Junior Team, tu vas monter en F3 et on remarque en fait tu te rapproches de plus en plus donc, de la F2 et de la F1 et surtout que maintenant les courses vont se dérouler pendant le même week-end de course que la F2 et la F1. Est-ce que le fait de participer au même week-end de course rajoute de la pression ou en tout cas est-ce que tu te dis voilà il reste plus que 2 étapes et je peux atteindre mon rêve ou est-ce que tu prends plutôt les saisons les unes après les autres? Bah moi je prends les saisons les unes après les autres parce que là du coup, enfin, je suis en F3, ça se rapproche, mais j'ai l'impression que c'est d'autant plus dur et qu'il y a enfin encore beaucoup de chemin. C'est sûr, il y a encore beaucoup de chemin pour y arriver. Et bon, oui, c'est sûr que le fait de rouler sur les mêmes week-ends que la F1,
Personnellement, j'ai pas de pression en plus parce que ça reste des courses et j'ai le même objectif, gagner ces courses, me battre voilà, pour la victoire tout le temps. Mais bon, on sait quand même qu'on a tout le paddock de la F1, de la F2 qui nous regarde. Donc, faut être sérieux et faut donner le meilleur de soi-même. Donc voilà. Donc a priori, t'as pas vraiment une feuille de route établie jusqu'à la F1. Tu te dis pas, j'aimerais faire ça, ça. Bah, si, plus ou moins quand même. Enfin, après, j'ai quand même un plan plutôt précis. Mais bon, on peut pas trop se fier à cela parce que, enfin, on sait pas trop ce qui peut se passer. Peut-être que cette année, je vais pas très bien marcher ou alors je peux gagner la saison dès ma première année, ce qui serait formidable. Mais bon, après, il faut savoir que pour aller en F1, je crois qu'il faut avoir 18 ans. C'est vrai que là, j'ai 16 ans, je vais avoir 17 ans cette année. Donc, je pense faut quand même prendre son temps. Faut bien faire les choses. Mais bon, je ne me retiendrai pas de gagner si je peux gagner cette année. Et voilà, mais bon, on verra. Et quand on se renseigne sur toi, c'est quelque chose qu'on voit pas mal, que t'as été un petit peu bloqué par ton âge aussi plusieurs fois, à pas pouvoir aller en F3 par exemple l'année dernière, ou être parfois dans des catégories juniors. Ouais, c'est ça, ouais. J'étais pas mal bloqué par mon âge. Après, je prends ça un peu comme un point positif du coup, Forcément. parce que voilà, ouais. Parce que bon, j'ai un peu d'avance. Après, voilà, faut pas trop en avoir non plus. Faut essayer de bien progresser, d'être surtout en fait prêt à passer l'étape supérieure tout le temps. Même si on gagne pas forcément le championnat dans lequel on est, si on est prêt, qu'on a fait ses preuves, je pense qu'on est capable de passer à l'étape supérieure. Donc voilà, faut surtout être prêt, tout le temps être prêt. Ouais. Et en parlant de ton jeune âge, on a appris en préparant cette émission, donc tu suivais toujours des cours à la CNED. Est-ce que c'est pas trop compliqué de jongler entre la F3 et les études? Est-ce que tu privilégies plutôt un aspect que l'autre, ou comment ça se passe? C'est vrai que oui, je privilégie un peu le sport auto. Après, voilà, j'ai l'aide de la FFSA Academy, donc l'école de la fédération qui est au Mans, dans la ville du Mans. Donc voilà, c'est bien. On a des cours aménagés, on travaille avec le CNED. Là, bah, ça m'avantage un peu pendant le confinement. Je peux travailler voilà, avec les professeurs en visioconférence. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais bon, c'est sûr que c'est très dur de faire les cours et de faire du sport de haut niveau. Surtout bah, le sport, voilà, la Formule 3, enfin le sport automobile en général. On voyage tout le temps, on n'est jamais chez soi et c'est très compliqué. Et bon, voilà, j'ai quand même l'aide de la FFSA, j'arrive à suivre les cours et des cours quasiment voilà, normaux. Voilà, enfin, je suis au lycée, donc ça se passe bien, quoi. Et justement, tu considères que c'est important d'avoir quand même un diplôme et ton bac dans le futur, au cas où, si malheureusement, évidemment, on ne te le souhaite pas, si ta carrière ne décollait pas, avoir entre guillemets, une sortie de secours. Donc, c'est quand même c'est important pour toi d'avoir un diplôme derrière. Oui, bien sûr. Bah ouais, c'est sûr que c'est super important. C'est pour ça que la fédération nous aide jusqu'à aller au bac et essayer d'avoir des études supérieures. Pourquoi pas si le sport auto ne fonctionne pas. Donc ça, c'est top. Ouais. Et du coup, tu le disais que tu es amené à beaucoup voyager hein, à cause des championnats, etc. Et il me semble que ton père te suit pas mal sur les déplacements. Et sinon, au niveau de ta famille, comment ça se passe? C'est pas trop dur Ouais, bah, c'est sûr que c'est un peu dur. Hein. Je suis jamais chez moi. Après, ouais, j'ai souvent mon père qui se déplace avec moi. Après, sinon, si c'est des courses en Europe, j'arrive à me déplacer seul. Donc ça se passe plutôt bien. Mais ouais, c'est vrai que en plus là, du coup, cette année, si ça reprend, en tout cas, ça va être très serré. Ça va être des courses qui vont s'enchaîner énormément. Donc ouais, ça sera tout le temps dans les avions et tout. Déjà que quand c'est un planning normal normal, on va dire, même si c'est toujours un peu tendu. On est toujours à droite, à gauche, en train de se déplacer. Enfin voilà. Mais bon, on verra. Et puis c'est comme ça. De toute façon, c'est le sport de haut niveau et c'est comme ça. Et du coup, ouais, donc pour parler un peu de ton futur, etc., on a entendu dans des interviews que ton pilote préféré, c'était Vettel. Tu confirmes? Oui, j'aime bien Sébastien Vettel. Qu'est-ce qui peut t'impressionner, t'inspirer chez lui? Ben moi, j'aime, en tout cas, enfin voilà, je l'ai connu quand il était surtout chez Red Bull.
pour moi, voilà, Vettel, c'est vrai que les pole positions, les victoires, le voir gagner les titres, enfin, je trouvais qu'il était quand même très très fort. Jamais à baisser les bras, comme un exemple, il y a le Brésil 2012 où il se fait percuter, puis il repart, jamais il baisse les bras et tout, donc ça c'est vraiment top. Après, j'aime beaucoup aussi Lewis Hamilton. Enfin, en fait, vraiment, en réalité, j'en préfère pas un parce que les deux, ils sont tellement forts que Ah, c'est des grands j'essaie de champions, prendre, ouais. ouais, c'est ça, j'essaie de prendre exemple et de prendre, de prendre exemple, d'essayer de faire comme eux, d'avoir voilà, d'être comme eux, de travailler dur pour y arriver. Et puis voilà, eux, ils y sont arrivés. Donc ça devrait le faire aussi si je donne tout. Je pense que tu as vu les dernières années, il a été un petit peu critiqué pour ses erreurs en course, etc. Toi, justement, en tant que pilote professionnel, quel est ton regard sur voilà, la période un peu compliquée qu'il est en train de traverser, alors qu'on sait tous voilà, que c'est un grand champion? Bah, c'est vrai que c'est un peu dommage parce qu'il n'a pas eu des super résultats avec Ferrari. Après, honnêtement, je pense que c'est vrai qu'il est 4 fois champion du monde. C'est dur de garder la motivation. Je pense que quand on est au haut niveau comme ça, c'est très très dur. Il y a beaucoup d'efforts à faire. Moi, je pense qu'il l'a toujours. C'est juste que ça devient compliqué. C'est vrai que au final, il a gagné 4 titres d'affilée avec Red Bull. Et là, de plus gagner, ça doit quand même être très très dur. Donc, ouais, honnêtement, je pense qu'il peut le faire avec Ferrari. C'est vrai que là, avec Charles Leclerc comme coéquipier, c'est d'autant plus dur parce que bah, il est très rapide, hein, Charles. Donc, ça va être plus dur pour lui. Après, ça peut être une aide aussi pour développer la voiture, pour Ferrari. Donc, j'espère voilà, j'espère voir Vettel de nouveau au plus haut et se battre. Enfin, moi, j'aimerais bien le voir se battre avec Lewis Hamilton, quoi, encore. Ça serait magnifique. Je pense qu'on aimerait tous. C'est clair. D'ailleurs, toute la nouvelle génération, là, Leclerc, pour garder les francophones, on a quand même Leclerc, Gasly, Ocon qui va revenir, tout ça. C'est des gens avec qui tu as peut-être des relations ou pas du tout? Ben, Charles Leclerc, oui, oui, son coéquipier, mon coéquipier l'année dernière, Arthur? voilà, c'était Arthur. Ouais. Donc oui, je connais un peu. Après, Pierre Gasly et Esteban Ocon, oui, je les connais un petit peu. Souvent, on se parle à la remise des prix FFSA, on se Ouais. voit, donc, c'est assez sympa. Après, voilà, c'est vrai qu'ils sont forts hein, aussi. Charles, il fait de très belles performances. Pierre, bah, c'est beau ce qu'il a fait quand même si l'année dernière, voilà, malheureusement, il a été rétrogradé, tout ça. Donc, mais c'est quand même beau le podium en Toro Rosso, c'est quelque chose Ouais. d'exceptionnel. Juste devant Et Hamilton, là, ouais. ouais, L'image. c'est ça en plus, ça c'est magique. Ouais. Et Esteban, bah, c'est bien, hein, là il va être chez Renault, donc on va voir ce qu'il va faire. Mais je pense que bon, c'est un très bon pilote, il a gagné la Formule 3 devant Max Verstappen, donc c'est sûr. D'ailleurs, ouais, Verstappen qui est de la même génération qu'à peu près enfin, que eux, bah, lui il est quand même très très fort aussi. Je pense que c'est Ouais. vrai que c'est quelqu'un qui est très agressif et c'est très très beau à voir. Ben, du coup, il y a toutes les nouvelles réglementations là, de la F1 dont on a pas mal parlé, qui seront pas pour 2021 du coup, mais pour 2022. Donc avec le projet de rééquilibrer un petit peu l'ensemble du plateau, parce qu'on avait jugé qu'il y avait un manque de compétitivité hein, en F1. Est-ce que tu as un avis sur ça, un regard, peut-être? Moi, je pense que c'est une bonne chose, honnêtement, surtout sur l'aspect des budgets resserrés au niveau Ouais, des équipes de F1. Ça peut permettre de voir bah, déjà ça va resserrer toutes les écuries, donc elles vont se battre un peu plus. C'est vrai que la Formule 1, c'est un peu dommage aujourd'hui parce que il y a énormément d'ingénieurs dans les grandes écuries et en même temps c'est beau à voir parce que les voitures vont super vite, donc ouais, c'est impressionnant, mais il y a des écarts incroyables comme Williams, je sais pas, pareil, il se prenait 4 secondes ou 5 secondes l'année dernière, donc ouais. c'était incroyable quoi. Je veux dire, c'est pas vraiment beau à voir, surtout que Williams c'est une écurie légendaire, ça va peut-être leur permettre voilà de revenir au niveau, donc ça va être bien. Plus les voitures ont l'air d'être plutôt jolies, enfin ça change un peu en tout cas, donc ça va nous changer un peu. Donc ouais, je pense que c'est une très bonne idée et j'espère que ça va marcher en tout cas. Et tu n'as pas peur que en tout cas, s'il y a certaines pièces qui sont mises en commun et que les budgets sont resserrés, on se dirige plus vers une formule monotype du style F2, F3 et qu'on perde un petit peu parce qu'on ne risque pas de perdre en fait l'ADN de la F1?
Ouais, c'est vrai que moi aussi j'ai un peu peur de ça parce que la F1 c'est un peu le top niveau voilà de ce qui se peut voilà du sport automobile de l'automobile en général. Je pense qu'il n'y a pas mieux il y a pas mieux en fait sur la planète Ouais. donc voilà. Après je pense que le règlement de 2022 du coup ça va être pas trop mal parce qu'on va en fait ça va je pense pas que ça va ressembler à l'IndyCar. Ça va plus ressembler ou une F2 enfin ça va plus ressembler vraiment à la F1 mais un peu plus allégé quoi. Ça va être avec des budgets voilà plus serrés, donc moins de développement, c'est sûr. C'est vrai que là, honnêtement, c'est un peu dommage quand on voit sur chaque Grand Prix apporter des améliorations sur les F1 et tout. Déjà que c'est déjà des fusées les voitures. On dirait que c'est un peu de l'argent un peu jeté par les fenêtres. Enfin, moi, c'est mon avis. Après, chacun le voit comme il veut, mais pour moi, ouais, je pense que des F1 un peu plus simples. Après, ça va être un petit peu moins vite apparemment. Si c'est 3 ou 4 secondes moins vite, c'est pas dramatique. Je pense que déjà, c'est déjà super vite une Formule 1. Donc, si ça permet de plus belles batailles, pourquoi pas? Moi, je pense que c'est une bonne idée. Ouais, c'est sûr qu'on était arrivé quasiment la dernière saison à avoir des courses de F2 presque plus spectaculaires que la F1, quoi. Oui, c'est clair. Bah, c'est dommage hein, parce que la F1, c'est un peu ce qu'on aime voir et c'est beau. Hein, quand il y a, ça, on a peut-être presque même un peu perdu de public quand on voit le Grand Prix de France. Pas trop de Ouais. public, c'est un peu dommage. Quoi. Ce serait un peu une fête, quoi, la F1. C'est beau à voir. Donc, j'espère que ça va pas devenir comme la F2 ou comme l'IndyCar, des formules monotypes. Enfin, ça, c'est vraiment, moi, j'aime pas trop à voir. Hein. La F1, c'est pas ça. Mais ça peut devenir plus serré. Ça peut être super beau. En parlant justement, tu dis que la F1, voilà, c'est le top au niveau sport automobile. Quelle est ton opinion sur la formule électrique? Honnêtement, je trouve ça pas trop mal. Après, ce qui est un peu dommage, c'est la vitesse des monoplaces qui n'est pas vite, je pense. Honnêtement, ça va comme une Formule 4, à peu près, peut-être un peu plus vite, mais c'est pas très impressionnant. Aussi, je pense que les circuits sont un peu bizarres parce qu'il y a du Ouais. mal à dépasser tout ça, donc ça, c'est un peu dommage. Mais bon, après, ce qui est beau, c'est surtout de faire dans toutes les plus grandes villes du monde. Ça, c'est sympa à voir. Ouais, surtout que pour le moment, les voitures deviennent de plus en plus grosses et les circuits restent toujours de plus en plus petits. C'est Donc, ça. c'est un peu compliqué. Ouais, c'est clair. Du coup, on a vu sur ton Instagram, on s'est un peu renseigné, un de tes derniers posts là sur ta première compétition karting, où tu disais que ton père portait toujours un t-shirt rose lors d'une course. Est-ce que ça s'explique? Ben, il est un peu superstitieux, hein. Moi aussi, un petit peu. Donc, ouais, je pense que c'est surtout pour avoir un peu de chance. Bon, après, voilà, c'est quelque chose qu'il fait de son côté. Il adore ça. Pour lui, ça porte chance. Donc c'est cool. C'est un peu aussi comme, je crois, le papa de Jenson Button qui faisait ça quand Jenson est roulé. Donc Ouais. ouais, c'est un peu cool. C'est cool. Et t'as toi-même des petites superstitions comme ça, d'avant-course ou des choses comme ça? Ouais, oui, on va dire une petite routine. Déjà bien m'échauffer. Et ensuite, c'est vrai que j'utilise tout le temps mon pied droit pour monter en premier dans la voiture, tout ça. Enfin, j'ai des petites superstitions. Après, voilà, c'est surtout une routine pour se sentir bien et pour être confiant dans la voiture. C'est surtout le plus important, la confiance. Donc Ok. voilà. Et ce sont des routines que tu as depuis que tu es tout petit en karting ou c'est venu en monoplace? Honnêtement, c'est un peu plus venu en monoplace. C'est un peu plus venu en monoplace. En karting, non, pas trop. Ouais, vraiment en monoplace. Après, ouais, on se demandait aussi un petit peu, bon forcément, il y a eu l'accident de Antoine Hubert l'année dernière à Spa. Qu'est-ce que c'est ta vision des choses par rapport aux dangers qui existent forcément dans ce milieu? Ben, c'est vrai que ça nous a un peu rappelé que c'était très dangereux quand même. Hein. C'est un sport, c'est très dangereux. Après, voilà, c'est sûr que c'est dramatique hein, ce qui s'est passé à Spa-Francorchamps. Voilà, je pense que c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. C'est quand même voilà, c'est très grave. Je pense qu'il faut prendre ça en considération. Et faut pas rouler en pensant qu'il y a en pensant qu'il y a zéro danger. Moi, je pense toujours qu'il y a toujours un peu de danger, je le sais. C'est un sport dangereux, on va vite. Voilà, c'est vrai que quand les monoplaces sont côte à côte, tout ça, c'est un peu voilà, c'est chaud. Mais bon, maintenant on le sait, c'est sûr.
Ça sera comme ça. Plus on monte en catégorie, voilà, là en F3, ça va déjà très vite. Mais bon, quand tu montes en F2 et F1, ça commence à être encore beaucoup plus vite. Donc, voilà. Et ça n'enlève rien à ta motivation en tout cas. Non, moi, ça enlève rien à ma motivation. J'ai toujours envie de gagner. Voilà, après, je sais que c'est comme ça. C'est un sport très, très, très dangereux. Donc j'espère que ça n'arrivera plus jamais et que voilà, c'est comme ça. Ouais. Et lors des crashs que tu as, je suppose, déjà eu en karting ou dans les compétitions en monoplace, est-ce que ça a déjà, au moins pendant une seconde, remis en cause ta passion? Ou voilà, même si tu avais un accident, tu te dis, voilà, il faut remonter dans la voiture tout de suite, se remettre dans le bain et continuer? Non, honnêtement, j'ai jamais remis en cause ma passion à cause d'un accident. Pour moi, je sais que ça peut arriver. Voilà, j'ai déjà eu quelques accidents, notamment en F4 à Pau, où c'était un petit accident, mais bon, j'ai quand même fini dans le rail, donc voilà. Mais bon, ça n'a jamais remis en cause ma passion. Pour moi, j'ai toujours voulu continuer, et c'est comme ça. Après, voilà, j'ai déjà eu peur. J'ai déjà eu peur en faisant l'accident et tout, mais je sais que voilà, maintenant, je remonte dans la voiture. Et comme on dit souvent, on débranche le cerveau et on roule. Et en parlant de sécurité, pour rebondir, au niveau du halo, est-ce qu'on s'y habitue vite ou est-ce que c'est une vraie gêne visuelle? On s'y habitue vite, honnêtement. Après, on ne peut pas l'oublier. On le voit, il est clairement en face de nous. Et tout le temps pour monter dans la voiture, pour descendre, il est tout le temps là. Donc, mais après, ça gêne pas. Honnêtement, ça gêne pas. Mais il est quand même bien en face des yeux. Donc, on, on le voit, mais je pense que c'est quand même un très bon outil. C'est un très bon outil pour protéger la tête. Si ça peut aider, tant mieux. Pour moi, je trouve que je me suis quand même bien habitué au niveau du look des voitures. Ça rend plutôt pas mal. Au final, j'avais du mal à m'habituer au début, mais bon. Surtout qu'on a déjà vu par le passé, je pense notamment à Leclerc à Spa, ça lui a déjà sauvé la vie. Donc je pense que ça a montré son efficacité. C'est ça, exact. Ouais. Ah oui, aussi un petit truc drôle. Est-ce que tu aurais une petite anecdote à toi, drôle, étonnante, ou quelque chose comme ça qui t'est arrivé par rapport au sport auto à nous raconter? Oui. Je vais raconter en 2017 quand j'étais en karting, donc en Oka Senior, donc c'était à l'international. Ouais. C'est l'équivalent du coup du KF2 à l'époque. J'étais en test à Oviedo, la piste de Fernando Alonso en Espagne. Ouais. Et j'étais en train de faire des essais. Donc tout se passait bien. J'étais seul sur la piste. Personne n'était venu s'entraîner. J'étais clairement seul. Et donc je roule. Et là, je vois quelqu'un avec un casque de Fernando Alonso. Et bon, je me dis, vu que c'est sa piste de kart, on est dans sa région, ça peut arriver. Quelqu'un, voilà, avec un kart à vitesse. Et je vois qu'il se permet de couper la piste et de m'attendre. Je me dis, pourquoi? En plus, je suis en test, je suis pas là pour m'amuser, quoi. C'était pour le championnat d'Europe. Voilà, donc c'était des vrais essais. Et là, il m'attend, il fait la bagarre. Enfin, voilà, il me double en ligne droite, etc. J'arrive à le suivre parce que le Oka, c'est quand même très puissant, même s'il n'y a pas de vitesse, ça va quasiment aussi vite qu'un kart à vitesse. Donc voilà. Et là, je sors du kart, je m'arrête, il s'arrête en même temps. Il enlève son casque et je vois carrément que c'est pas Fernando. Je me dis, c'est quoi le truc? Et il sort et il commence à même me parler en français. Et après, bon, il a parlé en italien avec mon père parce que mon père il parle italien. Et moi, je fais un peu l'occasion de discuter avec lui en français, en anglais. Et il est super sympa. Il a continué à rouler avec moi. C'était vraiment génial. C'est un truc voilà, unique hein, qui aurait pu m'arriver. Bon, c'est génial. Si ton papa parle italien, alors ta voix est toute tracée jusque chez Ferrari. Bah, je pense que on rêve d'aller chez Ferrari, ça c'est sûr, tous les pilotes. Après, bon, moi déjà, j'aimerais principalement être champion du monde de F1, c'est mon rêve, ça c'est sûr. Du coup, comme tu es en train de monter, forcément, il doit y avoir de la popularité qui arrive avec. Surtout que tu commences à faire des streams aussi un petit peu en ce moment, et ça ramène un peu de monde. Ça va là? T'as pas trop de mal avec ça? Ah, ça va pour le moment. En plus, bon, pour le moment, ça va honnêtement. Mais c'est vrai que bon, la F3, c'est vrai que ça passe à la télé, c'est beaucoup plus connu que la F4. Hein, donc, sur les Ouais. week-ends de la F1, il y a les fan zones, il y a tout ça. Donc, faut s'y habituer. Après, moi, enfin, je veux dire,
J'aime ça, j'aime faire des photos avec les gens, parler avec les gens. Enfin, je comprends totalement qu'ils adorent la F3, qu'ils adorent voir venir des pilotes. C'est leur passion aussi aux personnes qui viennent nous voir, qui nous suivent sur les réseaux sociaux, tout ça. Donc j'essaye de leur transmettre un peu ma passion, de partager avec eux. Et ça, c'est génial. Donc voilà. Ok, Et en super. parlant de F3, justement, est-ce que ART t'a fixé des objectifs ou est-ce que c'est vraiment gagner un maximum d'expérience? Honnêtement, j'ai pas d'objectif de la part de ART. Après, eux, c'est quand même un des meilleurs teams, donc ils espèrent voilà, gagner, enfin être dans le top 3, top 5. Mais bon, moi, je suis rookie. En plus, je vais être le plus jeune du plateau. Donc, principalement, gagner de l'expérience et voilà, essayer de gagner des courses en avançant dans l'année, quoi. On te le souhaite. Merci. Bah, merci beaucoup à toi pour avoir accepté cette petite interview, d'avoir répondu à nos questions. Ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Voilà, tu peux aussi remercier, je crois que c'est ta sœur, hein, Pauline, avec qui on a C'est ça. échangé par mail pour organiser cette interview. C'est ça, Donc, exact. merci à toi et puis on te souhaite tout le meilleur pour la suite. Alors. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci. Et voilà, ce 3e épisode exceptionnel de Stop & Go touche déjà à sa fin. Nous espérons que l'interview de Théo Pourchaire vous a plu, que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous à la réaliser, et que vous avez appris à mieux connaître ce pilote de talent. Grégoire et moi-même tenons d'ailleurs à remercier encore une fois Théo pour sa disponibilité et sa gentillesse. Notre émission est encore jeune, mais il n'a pas hésité une seule seconde à nous accorder sa confiance. Ce fut donc un réel bonheur de discuter sport auto, à bâton rompu, pendant plus d'une demi-heure. Nous tenons également à remercier chaleureusement Pauline, la sœur de Théo, qui a fait un travail formidable en coulisses pour organiser cette entrevue en quelques jours à peine. Et on souhaite évidemment à toute la famille le plus grand succès possible en F3 cette saison. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou SoundCloud. C'est le meilleur moyen de nous témoigner votre soutien et surtout de ne pas rater les prochains épisodes. Comme toujours, nous sommes ouverts à toutes les idées. Vous pouvez nous en faire part sur Twitter sous les noms de MacGregus ou de PitLaneF1 ou bien nous envoyer un mail à stopandgo.f1podcast@gmail.com. De notre côté, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et il n'est pas impossible que Stop & Go accueille un nouvel invité très prochainement. Prenez soin de vous, passez une excellente journée